Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour le retard de démarrage de cette soirée qui est due aux difficultés de circulation sur la rocade. On pouvait s'en douter, à ce point peut-être pas. Donc il me revient la lourde tâche de vous accueillir à l'ISVV ce soir j'en profite pour excuser le professeur Philippe Darié qui est depuis quelques mois le nouveau directeur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et je suis particulièrement heureux de vous voir nombreux dans cet amphi pour cette soirée Comprendre pour agir. La première édition de Comprendre pour agir remonte à 10 ans, puisque c'était en 2013 que cette soirée a vu le jour, avec ce titre, Comprendre pour agir, que l'on doit à Denis Dubourdieu et qui, je pense, dans une certaine mesure, illustrait sa vision de la recherche énologique. Comprendre pour agir, c'est la restitution d'un certain nombre de travaux qui sont financés, qui sont menés par deux sociétés. Ces deux sociétés, la tonnellerie Seguin-Moreau et la société Biolafort, sont des partenaires historiques de l'UMR Énologie, aujourd'hui au sein de l'ISVV. Alors, quelques rappels historiques autour de ce partenariat et de ces collaborations qui sont véritablement singulières au sein de notre institut. On va commencer avec la tonnellerie Seguin-Moreau, puisque c'est en premier lieu la tonnellerie Seguin-Moreau qui a, dans le cadre d'une collaboration avec Pascal Ribeiro-Gaillon, financé la thèse de Paul Pontalier, qui a été soutenue en 1981. Donc vous voyez, cette collaboration, elle dure depuis plus de 40 ans. Elle s'est poursuivie avec un certain nombre de thèses sur des sujets qui avaient un lien avec la barrique, lien direct ou parfois plus indirect, mais qui dans tous les cas visaient à améliorer la connaissance et la compréhension dans les mécanismes associés à l'élevage des vins. Aujourd'hui, cette collaboration, elle se poursuit dans le cadre d'un accord cadre, un accord qui unit Seguin-Moreau d'une part et l'UMR Énologie de l'autre, avec la présence de deux personnels détachés au sein de l'UMR, deux chercheurs détachés, Valérie Lavigne et Alexandre Ponce. Donc ils contribuent en menant des travaux à la fois au rayonnement de la tonnellerie Seguin-Moreau, mais aussi à l'acquisition de connaissances au sein de notre UMR. En ce qui concerne la société Biolafort, la collaboration est plus récente puisqu'elle date de la fin des années 80 avec en 89 le début de la thèse de Valérie Fraisier. Cette collaboration, elle est, je pense, véritablement unique au sein de l'Université de Bordeaux puisque Biolafort a, depuis 89, financé 26 thèses et 20 postdoctorats. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre partenaire privé qui ait financé autant de travaux dans toute l'Université de Bordeaux. Et je pense même qu'à l'échelle des différentes universités françaises, il faut chercher assez loin pour trouver un tel partenariat. Ce partenariat, au même titre que Seguin-Moreau, je pense qu'on peut particulièrement le souligner en raison de la vocation appliquée, bien sûr, mais avec une dimension d'acquisition de connaissances fondamentales. Ce ne sont pas uniquement des travaux qui ont un lien direct avec des levures, mais avec une vision à plus long terme. On a tous en tête l'exemple des travaux sur l'arôme des vins blancs de Sauvignon et la thèse de Philippe Darié, justement, qui a été soutenue par la société Biolafort et qui a eu une répercussion que l'on connaît aujourd'hui, mais lorsque ce travail a été initié, il fallait une certaine vision pour le soutenir et pour en concevoir les applications potentielles. Donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ici à l'ISVV pour ce soir parler de cette collaboration de la même façon que pour Seguin-Moreau, il y a un accord cadre entre Biolafort et l'UMR Énologie, avec 3 personnels permanents, Philippe Marulot, mais également Margot Bernard et Maïté Namuro, qui évoluent ici dans les laboratoires de l'UMR et qui permettent à la fois au niveau académique et au niveau industriel d'apporter des connaissances. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long pour la présentation. Je vais essayer de rattraper un peu le temps que nous avons perdu au démarrage pour simplement vous parler de l'esprit de cette soirée. Et il se veut dans la lignée de ce qui a été créé en 2013,
qui vise à avoir des présentations relativement courtes pour aller à l'essentiel. Des présentations de 15 minutes avec des questions. Et ça, c'est important. Ce n'est pas, nous sommes dans un amphithéâtre de l'université, mais pas pour assister à des leçons magistrales, au contraire à une soirée d'échange. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir avec les différents orateurs. C'est aussi la richesse de ces soirées. Donc il faut que ce soit un moment d'échange. Il le sera certainement autour du petit pot qui suivra, mais j'espère qu'il commencera déjà dans cette salle. Donc des présentations assez synthétiques autour de thématiques d'actualité et de travaux de recherche très récents. Avec une première partie, 2 interventions autour du bois et autour des composés du bois de chêne qui vont avoir un impact organoleptique. Puis une présentation qui sera sur la macération post-fermentaire des vins rouges et l'effet gustatif de molécules présentes dans les vins rouges et libérées pendant cette étape. Et ensuite, 2 présentations sur une thématique qui, évidemment, nous préoccupe tous, à savoir la préservation de l'identité des vins dans un contexte de réchauffement climatique, en particulier la préservation de l'acidité et le rôle des micro-organismes pour moduler l'acidité. Donc voilà le cadre général de cette soirée. La dernière chose que je voudrais préciser, et j'y reviendrai à l'occasion de la 3e intervention, c'est que cette union à 3, finalement, ce ménage à 3 entre Biolafort, Seguin-Moreau et l'UMR Énologie, il se manifeste dans un cadre encore plus large qui est né en 2017, qui est la chaire Denis Dubourdieu. La chaire Denis Dubourdieu, dédiée à l'identité et à la typicité des vins de Bordeaux, rassemble un certain nombre de mécènes, à ce jour 11 mécènes, 4 sociétés privées, 7 propriétés, et qui ont pour vocation de financer, sans intérêt économique immédiat, de financer la compréhension de ce qui contribue à l'identité des vins de Bordeaux. Donc c'est une initiative singulière que l'on doit notamment au professeur Philippe Darrier et que je veux souligner ce soir, puisque Seguin-Moreau et Biolafort ont été parmi les premiers, dans le premier cercle des mécènes de la chaire Denis Dubourdieu. Et plus récemment, Biolafort a lancé le fonds cadre du fonds ISVV, de la dotation Lafort, qui aussi permet de financer des travaux au-delà de toute considération de propriété intellectuelle. Donc je pense que c'est un point particulier. On n'est pas dans une soirée commerciale, on est dans une soirée de connaissances et avec un échange le plus libre possible. Alors, cette introduction étant terminée, je vais vous présenter la première intervenante, Delphine Vinstel, qui, après un master en phytochimie, a rejoint l'ISVV pour son travail de doctorat qui a été soutenu en 2019 et qui a été mené sous ma direction sur les molécules gustatives apportées par l'élevage en barrique. Ce travail se faisait dans la continuité de travaux qui ont été menés précédemment, dont les précédentes soirées de Comprendre pour agir vous ont permis d'avoir quelques éléments. Et donc Delphine s'est intéressée plus particulièrement à l'effet de la chauffe du bois sur les molécules sapides, sucrées, amères, dans les vins, mais aussi dans les eaux de vie. Après sa thèse, Delphine a continué en postdoctorat. Cette thèse et ce postdoctorat étaient cofinancés à la fois par Seguin-Moreau et par la société Rémy Martin. Elle est aujourd'hui en postdoctorat sur la valorisation, la caractérisation chimique des lits de levure avec ma collègue, le docteur Claudia Gnoi. Et nous assistons ce soir avec une certaine émotion à la dernière présentation de Delphine, puisqu'elle quitte l'ISVV dans quelques semaines. Elle a été recrutée par une célèbre société de parfums où elle travaillera sur la caractérisation non volatile des parfums, et j'en suis très heureux pour elle. Delphine, le micro est à toi. Bonjour à tous, merci d'être là ce soir et merci Axel pour ton introduction. Donc ce soir, je vais vous présenter une partie des résultats que j'ai obtenus lors de ma thèse et de mon postdoctorat. Et le titre de cette présentation ce soir s'appelle « Nouvelle acquisition sur le goût des vins et des spiritueux élevés en barrique ». Donc lors de la dégustation d'un vin,
il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu, et notamment la qualité sensorielle d'un vin tient un rôle particulier. Cette qualité, elle dépend non seulement de la typicité aromatique, mais également de son équilibre gustatif. Émile Pénaud disait que ces équilibres s'articulaient autour des saveurs moelleuses, acides et amères. Mais d'où vient le goût du vin et plus précisément, d'où viennent les molécules sucrées et amères qu'on retrouve dans le vin? Donc il peut y avoir différentes raisons. Ces composés ils peuvent être présents dans le raisin et leur modalité, leur teneur peut être modifiée selon l'effet cépage ou l'effet terroir par exemple. Ces composés ils peuvent également être libérés au cours de la fermentation, au cours des fermentations, notamment avec le métabolisme des levures et des bactéries et leur dégradation dans le vin. Ces composés ils peuvent être également libérés par le bois de chêne au cours de l'élevage en barrique. Et bien évidemment, le goût du vin, lui, peut être modifié au cours du vieillissement en bouteille. Donc ici, moi, je vais notamment vous parler de l'élevage en barrique et Marie Lescamp vous présentera les 3 autres aspects. Donc, comme je vous le disais, au niveau gustatif, l'élevage en barrique va moduler le goût du vin et des eaux-de-vie en apportant de la sucrosité, mais également de l'amertume. Quand on parle de l'amertume, on mentionne souvent les élagitanins, ou en tout cas les principaux élagitanins, mais qu'en est-il de leur contribution sensorielle? Hoffman, en 2006, avait établi le seuil de détection de ces principaux composés, et quand on les compare aux concentrations retrouvées dans le vin, on voit bien que les seuils de détection sont bien plus élevés, avec des valeurs bien plus élevées que les concentrations qu'on peut retrouver dans le vin. Ainsi, ces composés ont une faible incidence significative sur l'amertume des vins rouges. Donc le but, c'était un peu de trouver aussi les nouveaux composés, les autres composés volatiles qui pourraient contribuer sensoriellement au goût de ces vins et de ces spiritueux. Donc le but de mes travaux était de comprendre l'influence du bois de chêne sur le goût du vin et des eaux-de-vie. Et on s'est d'abord intéressé à une famille chimique qui était bien connue déjà dans le bois de chêne, les coumarines. Pour vous remettre un peu dans le contexte, il n'y avait pas trop d'études sérieuses à ce sujet au niveau sensoriel. Il y a des auteurs qui les avaient décrits comme amers ou acides en fonction de leur forme glycosylée ou aglycone. Vivace, en 1997, avait même établi un seuil de détection dans le vin rouge à 2 microgrammes par litre, mais sans vraiment expliquer comment cette valeur avait été obtenue, avec le nombre de dégustateurs ou les analyses statistiques associées. Mais si ces composés avaient vraiment ce seuil-là, eh bien, ils seraient susceptibles d'avoir un effet gustatif important. Cependant, cette hypothèse elle a été contestée au vu des faibles concentrations de ces composés dans cette matrice. Donc on s'est posé la question, quelle était la réelle contribution des coumarines du bois de chêne au goût des vins et des spiritueux? Donc on a tout d'abord recherché dans un extrait de bois de chêne les coumarines majoritaires. On en a ciblé 6 que vous voyez ici. Ces composés, on les a goûtés en solution hydroalcoolique avec un panel d'experts et on les a goûtés à une concentration bien supérieure aux concentrations qu'on pouvait retrouver dans la littérature dans les vins. Soit on les a goûtés à 1 mg par litre et 5 des 6 coumarines ont été perçues amères avec des intensités différentes en fonction de l'amertume. On a décidé de s'intéresser aux 3 coumarines les plus amères, soit l'esculétine, la scopolétine et la 4-méthylombelliférone. On a d'abord déterminé le seuil de détection de ces composés dans un vin blanc, et vous pouvez notamment voir que les valeurs sont bien supérieures à ce qu'avait prédit Vivace. Donc ces valeurs, on les a comparées aux valeurs de la constification de 90 vins commerciaux, et on a pu voir que la 4-méthylembelliférone et la scopolétine ne semblent pas participer au goût de ces vins, à la différence de l'esculétine qui, elle, est susceptible de contribuer à l'amertume de certains vins. Vous voyez ici le seuil de détection en rouge. On a réalisé la même chose dans les eaux-de-vie, avec ici des seuils de détection qui sont nettement inférieurs même à ce qu'on a trouvé dans les vins. Et en comparant avec la quantification, on a bien vu que la 4-méthylembelliférone et l'esculétine ne participaient pas au goût de ces spiritueux, à l'inverse de la scopolétine, qui, elle, semble avoir un effet, mais surtout pour les eaux-de-vie qui sont élevées dans un bois de chêne américain. Donc, de façon générale, on peut dire que les coumarines, elles, ne participent pas individuellement au goût des vins et des eaux-de-vie,
mais on s'est demandé si en mélange, elles pouvaient quand même participer via des interactions perceptives. Pour ce faire, on a réalisé des profils descriptifs avec un certain nombre de dégustateurs pour ces 3 matrices de l'étude. Les dégustateurs devaient goûter, il y avait 5 modalités qui étaient présentées aux dégustateurs, la modalité témoin, c'est-à-dire sans ajout d'écomarine, et 4 modalités supplémentées avec des concentrations croissantes en ces composés. Donc ces valeurs, on les a obtenues à la suite de la quantification et représentent les valeurs d'ici. Les dégustateurs ont dû noter notamment l'amertume et la sucrosité de ces verres. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a obtenu une différence significative pour l'amertume entre ces modalités témoins et supplémentées. Vous pouvez voir ici les résultats significatifs dans le tableau. Donc en conclusion, on a pu voir qu'un ajout d'écumarine à des concentrations observées dans plus de la moitié des vins et des eaux de vie analysés entraîne une augmentation de la saveur amère. Donc après ce premier point, on a eu des informations sur l'écumarine, mais on a essayé de rechercher des nouveaux composés amers à partir du bois de chêne. Au laboratoire, il y a notamment une technique qui a été développée au cours de la thèse d'Axel, qui est une démarche inductive avec le but de fractionner des extraits de bois, de les goûter et de sélectionner les fractions les plus pertinentes au niveau de la sucrosité ou de l'amertume. Donc cette technique, on l'a également utilisée et on doit commencer par une étape d'extraction suivie d'un protocole de fractionnement en dégustant les fractions. Il y a juste un petit inconvénient à cette dégustation, c'est qu'il y a des phénomènes de masquage qui peuvent intervenir. Donc au cours de ma thèse, on a essayé de passer outre ce problème. Pour cela, on a couplé la démarche inductive utilisée au laboratoire à la mesure de l'activation des récepteurs à l'amertume. Cette approche originale, elle a été réalisée en collaboration avec le Centre de sciences du goût et de l'alimentation de Dijon, avec le docteur Loïc Briand et le docteur Christine Belloir. Donc pour vous schématiser vraiment très succinctement, si vous voulez, les cellules exprimant les récepteurs à l'amertume, ils ont été chargés d'une sonde fluorescente, qui va permettre de suivre la libération calcique intracellulaire. Donc si vous voulez, quand les fractions ou les molécules amères sont fixées sur les récepteurs, ça va induire un flux de calcium qui va être suivi par fluorescence. Donc on a réalisé ça tout d'abord sur un extrait de bois de chêne Cécile, et on a pu voir qu'on obtenait un signal d'activation pour la moitié des récepteurs. Nous, on s'est intéressé notamment au T2R7, car c'était lui qui avait la réponse la plus forte en amplitude. Bon, je ne vais pas vous détailler tout le protocole de fractionnement, mais notamment la première étape, c'est une extraction liquide-liquide du bois de chêne, et on a pu voir que 2 fractions étaient intéressantes pour l'activation des récepteurs à l'amertume, la phase aqueuse et la phase butanol. À la suite de ce protocole, la HPLC préparative a permis de purifier un composé, mais avant d'essayer de savoir à quoi ressemblait ce composé, on l'a testé justement pour l'activation de ces récepteurs, et heureusement pour nous, il activait bien le récepteur. Par la suite, on a caractérisé structurellement ce composé. Je ne peux pas vous présenter la structure maintenant parce qu'il est en cours de publication, mais ce composé, on l'a goûté et il est bien amer. Donc ce protocole a permis la purification et l'identification d'un nouveau composé amer du bois de chêne. Ce composé, on l'a quantifié dans des extraits de bois de chêne et des eaux de vie, et notamment dans des extraits de bois non chauffés, chêne Cécile pédonculé américain. Et on peut clairement voir qu'il y a un effet significatif de l'espèce, avec des teneurs plus élevées dans le chêne Cécile que dans le chêne américain. Cette observation, on l'a également vue dans des eaux de vie commerciales, où des teneurs plus élevées ont été obtenues dans les cognacs, en tout cas élevés dans des chênes français, Cécile et pédonculé, par rapport au bourbon qui, lui, est plutôt élevé dans les chênes américains. Donc cette approche a également permis de mettre en évidence un nouveau marqueur de l'espèce de chêne. Par la suite, dans ma thèse, le but était de trouver également des composés sucrés, et notamment dans les eaux de vie boisées de cognac.
Pour cela, on a développé une nouvelle approche au laboratoire, l'approche métabolomique suivie de fractionnement ciblé. Alors je laisserai Marie Lescanf vous en parler plus précisément tout à l'heure, c'est plus au centre de sa thèse. Mais on a notamment développé cette technique avec des eaux de vie de différents millésimes de 1970 à 2015. Et le but était de trouver des composés qui augmentaient au cours de l'élevage en barrique. Donc on a purifié 2 composés, l'alcool dihydrodéhydrodiconyphényl, ou ALK-DHDDC, c'est plus facile, mais également le brandytanin A. Ces composés, le premier, on l'a identifié à partir du bois de chêne, parce qu'il était présent dans cette matrice. Donc on a bien une extraction du bois de chêne, enfin, ce composé est extrait du bois de chêne vers l'eau de vie. Ce composé avait déjà été identifié dans la littérature, mais il s'agit de sa première identification dans le genre Quercus et dans les eaux de vie. Pour le brandytanin A, lui, il a été purifié à partir des eaux de vie, car il n'était pas présent dans la matrice bois de chêne. Donc on a pu déduire que c'était un composé néoformé par des réactions chimiques dans l'eau de vie. Et ici, il s'agit de sa première identification dans la littérature. Ces composés, on les a goûtés. L'un est sucré, l'autre apporte plutôt une sensation de gras. Et quand on ajoute ces composés dans une eau de vie blanche, on a une perception du brûlant qui diminue avec l'ajout de ces composés. Ces composés, on les a également quantifiés dans ces 10 millésimes. Et on peut voir que l'ALK-DHDDC, lui, semble augmenter au cours de l'élevage en barrique, même si ce n'est pas une cinétique stricte, tandis que pour le brandytanin A, il semble augmenter puis diminuer au cours de l'élevage en barrique, laissant supposer une dégradation du composé. Et enfin, ces 2 composés contribuent sensoriellement à la sucrosité des eaux de vie boisées. Donc en conclusion, on a pu voir que l'ensemble des coumarines contribuaient à l'amertume des vins et des eaux de vie via des interactions perceptives. Au cours de ma thèse, le but était de rechercher des nouveaux marqueurs dans le bois de chêne et les eaux vives boisées de Cognac. Pour cela, on a utilisé 3 approches. L'approche inductive guidée par la gustatométrie, développée par Axel. Celle-ci qui a été couplée au criblage des fractions par mesure de l'activation des récepteurs gustatifs, notamment l'amertume. Et enfin, l'approche métabolomique par LCHRMS. Le but de toutes ces stratégies, c'est qu'elles soient complémentaires pour découvrir de plus en plus de composés. Et enfin, le but de ce sujet, l'objectif global, était la meilleure compréhension des phénomènes moléculaires associés à l'élevage en barrique et à son influence sur le goût du vin et des eaux de vie. Merci de votre attention. Merci beaucoup Delphine pour cette présentation très claire qui montre ce que l'on sait depuis très longtemps, à savoir que l'énologie se nourrit des apports de techniques par différents champs disciplinaires. On le voit ici avec les récepteurs gustatifs, avec la métabolomique. Alors pour la présentation suivante, nous allons rester dans la thématique du bois. Mais cette fois-ci en ce qui concerne les composés volatiles. Donc cette présentation, elle émane des travaux de thèse puis de postdoctorat de Marie Courrèges-Long. Marie a une formation qui dénotait déjà son attrait pour les composés volatiles et pour les arômes, puisqu'elle a fait un master d'ingénierie arômes et parfums à l'Université de Montpellier. Elle a d'abord une première expérience dans le domaine du vin auprès de la société Niséos dans le cadre d'un stage de Master 1, puis elle a rejoint l'ISVV en Master 2 sous l'encadrement d'Alexandre Ponce. Elle a fait sa thèse qui a été financée par Seguin Moreau, et puis aujourd'hui elle est ingénieure de recherche sous justement la direction d'Alexandre Ponce, toujours, et financée par la société Seguin Moreau. Donc elle va nous parler aujourd'hui d'une dimension volatile, d'une dimension aromatique de l'élevage sous bois, et en particulier d'une famille chimique qui sont les aldéhydes. Quand on pense aux aldéhydes du bois, on pense en premier lieu à la vanilline, mais Marie va nous montrer que c'est bien plus complexe que ça. Donc, bonsoir à tous, merci Axel pour cette introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers résultats qu'on a obtenus concernant la caractérisation de l'arôme du bois de chêne.
Donc, comme vous le savez, la fabrication d'une barrique est jalonnée de nombreuses étapes et certaines vont jouer un rôle très important dans l'identité sensorielle de la barrique. On connaît par exemple la sélection de l'espèce de bois, mais également le séchage ou encore la chauffe œnologique qui est appelée bousinage. Pendant mes travaux de thèse, je me suis plus particulièrement intéressée à la chauffe œnologique et donc, dans un premier temps, j'ai fait un peu un état des lieux des composés volatiles qui étaient connus pour être à l'origine de l'arôme du bois de chêne. Donc, on va retrouver les isomères de la whisky lactone à l'odeur de noix de coco, la vanilline à l'odeur de vanille, les composés à l'odeur de caramel qui sont le maltol et le furfural, et enfin le génol, le guaiacol et tous ces dérivés qui ont des notes un peu plus épicées, fumées, voire de cuir. Plus récemment, donc au cours de ma thèse, nous avons pu identifier deux nouveaux composés volatiles à l'origine de l'arôme du bois de chêne chauffé. Le 2E4E6Z non natriénal, qui est à l'origine de l'odeur de pâte feuilletée et de flocons d'avoine, et le trans 4,5-époxy 2-décennal, qui est une odeur plutôt métallique grasse. Donc ces composés appartiennent à la même famille chimique qu'un autre composé qui est déjà bien connu dans le bois de chêne, le trans-nonénal, qui a plutôt lui une odeur de sciure. Et ces composés en fait appartiennent à la famille des aldéhydes insaturés. Donc au cours de la présentation, on va suivre en parallèle ces trois composés. Donc, pour comprendre l'impact de la chauffe sur ces composés, on a tout simplement étudié des copeaux de bois de chêne sessile qui avaient été soit non chauffés, soit chauffés à différents couples de température et de temps. Donc voici ici la distribution des aldéhydes insaturés au cours de la chauffe. Donc si on regarde le non natriénal, ce composé a pu être détecté dans les bois non chauffés avec des concentrations de l'ordre de la dizaine de nanogrammes par gramme de bois. Et il semblerait qu'au départ, l'application d'un traitement thermique va initier sa dégradation. Ensuite, on va former ce composé à partir de 220 degrés. Concernant l'époxy décennal, il a exactement le même comportement. De base, il est présent dans les bois non chauffés à des concentrations quand même plus importantes, de l'ordre de la centaine de nanogrammes par gramme. Il va d'abord être dégradé par application d'un traitement thermique et ensuite être formé au cours de la chauffe, avec un seuil plutôt un peu plus élevé que le non natriénal. Et enfin, concernant le trans 2-nonénal, donc lui a des teneurs très importantes dans le bois non chauffé, de l'ordre de 3 microgrammes par gramme de bois. Et contrairement à ce qui avait été démontré par Châtonnet dans les années 90, quand on va appliquer un traitement thermique, en fait, on va initier sa formation. Et c'est que ensuite, quand on va atteindre des températures de 200 degrés, qu'on va favoriser sa volatilisation. Donc, l'ensemble de ces distributions nous a interrogés. Certes, ces composés appartiennent à la même famille chimique, mais ils ont des distributions dans les bois face à la chauffe différentes. Donc, on s'est demandé quelle est l'origine de ces composés et donc quels sont les précurseurs. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà connus? Dans la littérature, ces composés, en fait, ces aldéhydes insaturés ont déjà été identifiés dans les aliments. Et dans les aliments, il a été montré que ce sont les acides gras, et plus spécifiquement l'acide alpha-linolénique, C18,3, qui est le précurseur du non natriénal, et l'acide linoléique, C18,2, qui est le précurseur du trans 4,5-époxy 2-décennal et du trans 2-nonénal. Donc ça a été démontré dans les matrices qui s'éloignent fortement de nos conditions œnologiques. Donc nous, on a voulu vérifier si ça pouvait bien être nos précurseurs dans le bois de chêne. Donc pour ça, on a ajouté nos acides gras sur du bois de chêne et on les a mis à chauffer. Le dosage de ces bois a montré et a confirmé ces observations dans les aliments. On va avoir une formation du non natriénal quand on chauffe l'acide alpha-linolénique, C18,3, et une formation de l'époxy et du trans-nonénal quand on va chauffer l'acide linoléique, C18,2. Donc, dans le bois de chêne, on a réussi à mettre en évidence le rôle des acides gras comme précurseurs de nos aldéhydes insaturés. Donc maintenant qu'on en a vu l'impact de la chauffe sur la distribution de nos aldéhydes et qu'on a réussi à remonter à leurs précurseurs, on a voulu remonter dans le processus de fabrication de la barrique et on s'est interrogé quel est l'impact du séchage sur la distribution de ces aldéhydes et de ces précurseurs. Donc, pour étudier l'impact du séchage, on a étudié en fait 3 parcs de séchage
sur lesquels on a prélevé du chêne Cécile. On a prélevé du bois de T0 à T36 mois de séchage. Et ensuite, on a dosé nos composés. Vous demandez peut-être pourquoi on a choisi 3 parcs de séchage. Tout simplement parce que déjà, ils sont situés sur des zones avec des climats bien différents, donc à Merpin, à Châlons-en-Champagne et à Beaume de Venise. Et tout ça parce que dans un contexte de changement climatique, il y a beaucoup de travaux en fait, qui se sont intéressés à l'adaptation de l'agriculture et de la forêt face notamment à l'augmentation de la température. Et il y a un récent projet qui a montré qu'à Bordeaux, qui a plutôt modélisé l'impact de cette augmentation de la température à Bordeaux et dans 2 autres régions de France. Et donc c'est pourquoi on a décidé d'étudier ces 3 parcs pour comparer la composition du bois qui a été séché à Merpin et la composition d'un bois qui a été séché dans le nord-est à Châlons et dans le sud-est à Beaume. Donc, pour résumer l'ensemble des résultats et pour mieux les visualiser, on les a représentés sur cette analyse en composantes principales. Donc, le but ici, c'est de voir s'il y a des corrélations entre nos variables. Donc, par exemple, si on prend la variable durée de séchage, on va avoir notre T0 qui est bien différent de notre T12 et T18 mois de séchage, qui eux-mêmes sont différents de notre T36 mois de séchage. Donc, potentiellement, on va avoir déjà un impact de la durée du séchage sur nos composés. Concernant l'impact du coup du lieu et donc des conditions climatiques, on va voir que Merpin se distingue des 2 autres parcs qui eux-mêmes quand même se distinguent l'un de l'autre. Si l'on regarde plus en détail maintenant à Merpin ce qui va se passer au cours du séchage, en fait, quand on regarde les temps de séchage qui sont habituellement utilisés, c'est-à-dire entre 0 et plutôt du coup au maximum 18 mois de séchage, on va en fait avoir une formation de nos aldéhydes au cours du séchage. Si l'on regarde maintenant en fonction des 3 sites, donc en fonction des conditions climatiques, en fait, on se rend compte qu'à Merpin, on va avoir 3 fois plus de natriénal et d'époxydécénal que sur les autres parcs. Et pour le transonolénal, par contre, lui, il va être 3 fois plus concentré à Beaume. Sachant que le transonolénal est un composé qui est plutôt attribué à un composé de défaut, surtout lorsqu'il est retrouvé dans les vins. Eh bien, se pose la question, oui, du réchauffement climatique. Et si un jour, à Merpin, on a les mêmes conditions météorologiques et du coup la même température qu'à Beaume, est-ce que du coup, on aura des concentrations en transonolénal qui seront 3 fois plus importantes? Voilà, toutes ces questions sont actuellement dans nos têtes, on essaye d'y remédier, mais voilà, on a pu voir que les conditions climatiques peuvent avoir un effet en fait sur les qualités sensorielles des bois, et donc que le séchage va déjà préconditionner la composition de nos bois. Maintenant qu'on a fait un tour entre la chauffe et le séchage, on s'est demandé qu'est-ce qu'il en est dans les vins? Est-ce qu'on va retrouver ces composés dans les vins et voire même dans les spiritueux? Donc, tout cela dans un optique de est-ce qu'ils vont avoir un impact sensoriel, tout simplement. Donc, pour cela, on a étudié différents vins, des vins rouges, des vins blancs, de cépages différents, élevés sous bois, pas sous bois. Voilà ici à peu près les concentrations moyennes, minimales et maximales. Et on se rend compte que le non-natriénal a des concentrations plus importantes dans les vins rouges, alors que l'époxy a des concentrations moyennes plus importantes dans les vins blancs. Face à ces concentrations, on s'est demandé, du coup, est-ce que ces composés peuvent avoir un impact sensoriel? Donc, on a déterminé ce que l'on appelle le seuil de détection en solution modèle 20. Le seuil du non-natriénal a été déterminé à 16 nanogrammes par litre et celui de l'époxy à 60 nanogrammes par litre. Donc, au vu des concentrations moyennes, minimales et maximales, bien sûr, qu'on a retrouvées dans les vins, ces composés peuvent impacter directement l'arôme des vins. Si on fait un focus sur les vins rouges, comment ces 2 composés vont impacter l'arôme des vins rouges? Eh bien, on a ajouté des concentrations croissantes en non-natriénal et en époxy à un vin rouge et on a demandé à des dégustateurs de décrire ces vins. On avait noté des descripteurs qui étaient habituellement utilisés pour décrire l'arôme des vins rouges et on a demandé de noter leur intensité. Les descripteurs qui ont été significativement impactés sont les descripteurs fruits frais et fruits confiturés cuits. Et en fait, quand on va augmenter les concentrations de ces aldéhydes, on va diminuer le caractère fruits frais et augmenter le caractère fruits confiturés cuits de nos vins.
Donc en fait, à des concentrations qui sont de l'ordre de la dizaine de nanogrammes par litre, donc même inférieures à leur seuil de détection, on va moduler l'arôme fruité des vins rouges. Donc très certainement par des phénomènes d'interaction perceptive, mais voilà ce qu'on a comme résultat sur l'impact sensoriel de ces aldéhydes dans les vins rouges. Une fois qu'on a pu voir que ces composés pouvaient contribuer à l'arôme des vins rouges, on s'est demandé en conditions réelles quel était l'impact en fait d'un élevage en barrique sur ces composés dans un vin rouge. Donc pour cela, on a fait loger un vin rouge dans différentes barriques et on a fait des prélèvements au cours du vieillissement. Voici les résultats que l'on a obtenus. Donc, première observation, c'est qu'on a des concentrations de la dizaine de nanogrammes par litre pour le non-natriénal dans ces vins et de la centaine de nanogrammes par litre pour l'époxy dans ces mêmes vins. Donc, déjà, ces composés peuvent moduler le caractère fruité des vins rouges. C'est la première observation. Ensuite, on va avoir un impact de la durée de l'élevage sous bois. En fait, on va avoir une augmentation des concentrations de nos composés au cours du temps. Et enfin, comme on a pu étudier différentes barriques, on va voir l'impact de la barrique et plus précisément l'impact de l'intensité de la chauffe. Et en fait, on va avoir une modulation des concentrations par augmentation en fait, du temps de chauffe. Et on s'attendait à retrouver ces évolutions-là puisqu'on avait déjà vu l'impact de la chauffe sur ces composés. Donc voilà un petit peu en cas réel en fait ce qu'on peut retrouver. Et donc quand on a vu ces résultats, on s'est demandé est-ce qu'on va retrouver leurs précurseurs, est-ce qu'ils vont être eux aussi impactés par la barrique, par le temps de vieillissement. Donc on a cherché en fait à doser les précurseurs dans ces mêmes vins. Et donc on n'a pas détecté d'acide alpha-linolénique qui, je le rappelle, est le précurseur du non-natriénal. En revanche, on a détecté l'acide linoléique qui est le précurseur de l'époxy à des concentrations de la centaine de microgrammes par litre. Et donc, cet acide linoléique, lui, a tendance à, contrairement aux aldéhydes qui augmentent, à diminuer au cours du temps. Donc, ce qui va dans le sens que c'est bien les précurseurs de mes composés. Donc, en fait, quand on regarde ces données-là, on peut se dire que l'élevage sous bois en fait, est capable en fait, de moduler les concentrations des acides gras dans les vins. Et quand on sait que les acides gras sont les précurseurs de nombreux composés dans les vins, c'est une information qui est quand même importante à souligner. Il y a d'autres acides gras que je n'ai pas présentés. Là, j'ai présenté vraiment les précurseurs, mais il y a beaucoup d'équilibres qui se font, des acides gras à plus longue chaîne et des acides gras plus courts. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là-dedans. Donc vraiment, il ne faut pas négliger ces précurseurs-là dans le bois de chêne. Donc voilà pour le vin rouge. Et donc pour le vin blanc, si on se souvient des concentrations qui avaient été retrouvées, on va plutôt retrouver en fait l'époxy qui va avoir des concentrations supérieures à son seuil de détection. Et donc pareil, pour comprendre l'impact qu'il peut avoir sur l'arôme du vin blanc, on a ajouté l'époxy à des concentrations croissantes à un vin blanc type Sauvignon blanc. Et on a demandé à des dégustateurs de noter l'intensité de différents descripteurs. Alors, on a eu un impact significatif sur ce descripteur-là. Alors, ce descripteur a été choisi tout simplement parce que ce composé a été identifié comme un composé d'impact dans les fruits à coque. Donc, c'est un composé qui contribue en fait à l'odeur des fruits à coque. Donc, on l'a intégré en fait dans nos descripteurs puisqu'on trouvait qu'il était quand même pertinent et surtout quand on avait fait les tests au laboratoire, on voyait qu'il y avait bien un impact sur ce caractère-là. Donc on l'avait noté noisette verte végétale, parce que ce n'est pas vraiment un fruit à coque qui est sec, il y a quand même un côté végétal qui est là derrière. Et donc en fait, quand on va augmenter les concentrations de notre époxy décennal, on va avoir une augmentation du caractère noisette verte végétale. Donc au final, quand on a des concentrations moyennes de 265 nanogrammes par litre, eh bien on va vraiment moduler l'arôme des vins blancs en augmentant ce caractère noisette verte végétale. Concernant maintenant et enfin les spiritueux, on a dosé ces aldéhydes dans des spiritueux commerciaux qui étaient faits avec des matières premières bien différentes, qui avaient vu du bois, pas vu du bois. Voilà un petit peu les concentrations que l'on a retrouvées. Donc déjà, elles sont très variables et surtout beaucoup plus importantes que dans les vins. On n'est plus dans la dizaine à centaine de nanogrammes par litre. Là, on arrive à atteindre le microgramme par litre.
Là encore, pour comprendre un petit peu leur impact sensoriel, on a déterminé leur seuil de détection, mais cette fois dans une matrice à 40% pour mimer les eaux de vie. Ils sont établis à 500 nanogrammes par litre pour le non-natriénal et à 400 nanogrammes par litre pour l'époxy. Et donc, quand on compare par rapport aux concentrations, on peut potentiellement avoir un impact direct de ces aldéhydes sur l'arôme des spiritueux. Bien sûr, il est important de noter, comme dans les vins, qu'on va avoir un apport du bois, donc un impact du vieillissement sous bois, mais qu'on a mis aussi en lumière une origine variétale. Il y avait aussi des vins qui n'avaient pas vu de bois ou même des spiritueux qui avaient des concentrations non négligeables de ces aldéhydes. Quand on sait du coup que maintenant les précurseurs, c'est les acides gras, il paraît plutôt logique qu'il y ait une origine variétale, puisqu'on sait que les acides gras peuvent être retrouvés dans les raisins et ensuite, au cours des étapes de vinification, peuvent être dégradés en aldéhydes. Donc voilà pour les spiritueux, et malheureusement, je n'ai pas encore la réponse sur comment ces aldéhydes vont moduler l'arôme des spiritueux. On est en cours dessus. Nous, ça fait aussi appel à un autre panel. On est plus formé sur l'arôme des vins. C'est plus difficile pour nous de décrire aussi l'arôme des spiritueux. Donc c'est un travail qui est actuellement en cours. J'espère qu'on aura bientôt la réponse, savoir comment ça va moduler ces arômes-là. Donc voilà, j'ai juste voulu résumer toutes ces informations. Donc on a identifié des nouveaux aldéhydes insaturés dans le bois de chêne, les vins et les spiritueux. On a pu mettre en évidence leurs précurseurs, qui sont des acides gras. On a pu voir l'impact des procédés de tonnellerie et notamment la chauffe et surtout le séchage, notamment la durée du séchage et les conditions climatiques. On a vu aussi l'impact de l'élevage sous bois sur leur concentration dans les vins et notamment que l'élevage sous bois était capable de moduler les concentrations en acides gras dans les vins. Et donc ces acides gras sont des précurseurs de nombreux composés volatiles que l'on va retrouver après. Et enfin, d'un point de vue plus sensoriel, ces composés vont moduler l'arôme fruité des vins rouges à des concentrations bien en dessous de leur seuil de détection, de l'ordre de la dizaine de nanogrammes par litre. Et donc, ce résultat, en fait, apporte une explication scientifique à une observation empirique qui consistait à dire que l'élevage sous bois fait plutôt mûrir le caractère fruité des vins rouges. Et enfin, sur l'arôme des vins blancs, on a pu voir que l'époxy pouvait avoir un impact sur l'arôme des vins blancs lorsqu'il est présent de l'ordre de la centaine de nanogrammes par litre et qui va augmenter plutôt le caractère noisette verte végétal de ces vins blancs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. La présentation suivante va nous faire revenir dans le domaine des non volatiles et quitter celui de l'élevage. Dans la vinification traditionnelle bordelaise, mais également bourguignonne, quand on se réfère, y compris à des ouvrages très anciens, il y a une étape clé qui est la macération post-fermentaire. Lorsqu'on laisse le vin fini, au sens de la fermentation alcoolique, au contact avec ses parties solides, les peaux, les pépins, parfois les rafles, on voit une modification de son goût. Le sujet de la thèse de Marie Lescanf portait justement sur ces modifications gustatives. Alors Marie est arrivée à l'ISVV après une formation de chimie, puis le master arôme parfum cosmétique à l'université du Havre, donc avec une affinité plutôt pour les composés volatiles. Elle a fait ici son stage de master 2 sur l'arôme des vins de Chardonnay de Bourgogne, sujet qui est par ailleurs cofinancé par Biolafort et Seguin-Moreau. Et elle a quitté le domaine des volatiles pour celui des non volatiles dans le cadre de cette thèse qui a été la première thèse financée par la chaire Denis Dubourdieu. Marie elle a soutenu sa thèse l'an dernier, en fin d'année dernière, donc elle est jeune docteur, actuellement en postdoctorat pour continuer ses travaux de recherche et j'espère pendant longtemps encore. Marie, le micro est à toi. Alors bonjour à tous, merci beaucoup Axel pour cette introduction. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques résultats de ma thèse qui portaient sur les modifications gustatives consécutives à la cuvaison des vins rouges, interprétation moléculaire et application pratique. Comme vous l'a expliqué Delphine tout à l'heure, l'équilibre gustatif des vins secs va reposer sur différentes saveurs, à savoir la saveur acide, sucrée et amère.
Ces molécules non volatiles, elles ont différentes origines. Et moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'élevage en barrique, mais je vais vous parler des molécules qui proviennent du raisin, qui sont issues de la fermentation, et je vais aussi un petit peu aborder le vieillissement en bouteille. Alors, je vais vous faire un très bref rappel sur la vinification, même si je pense que vous y connaissez presque mieux que moi. Donc après récolte et grappage et foulage du raisin, le jus est acheminé dans des cuves où il va se passer la cuvaison, jusqu'à écoulage de la cuve et le pressurage du marc. Alors, moi, je m'intéresse plus particulièrement à la cuvaison, et pendant la cuvaison, il va se passer différents phénomènes. Il va y avoir la fermentation alcoolique, pendant laquelle les levures vont transformer le sucre apporté par le raisin en éthanol. Il va aussi y avoir l'extraction des constituants solides du raisin, qui sont notamment les pellicules, les pépins et parfois la rafle. Et il y a également l'autolyse des levures. Alors, ces deux premiers phénomènes, ils vont se passer pendant la phase fermentaire, mais l'extraction des constituants solides du raisin va aussi continuer pendant la phase post-fermentaire, accompagnée de l'autolyse des levures. On appelle ça donc la macération post-fermentaire, et les vignerons ont observé que cette étape apportait davantage de douceur au vin. Pendant sa thèse, Blandine de Roufignac, elle a regardé l'influence sensorielle de la cuvaison. Elle a donc comparé des vins qui n'avaient pas subi la fermentation post-fermentaire de ces mêmes vins qui avaient subi cette macération. Les analyses sensorielles avaient montré que la modalité avec macération post-fermentaire était bien perçue plus sucrée. Cette sucrosité, finalement, elle peut venir du contact avec les parties solides du raisin, mais également de l'autolyse des levures, notamment grâce à la libération de la protéine HSP12. Et donc, pour mieux comprendre ce phénomène, il y a une autre modalité qui a été ajoutée, qui est la modalité qu'on appellera FA plus L. Donc, c'est une modalité donc c'est un vin qui a subi l'autolyse des levures, mais sans le contact avec les parties solides du raisin. En comparant la modalité FA plus L avec la modalité FA, en effet, la modalité FA plus L est perçue plus sucrée. Maintenant, si l'on compare la modalité MPF avec la modalité FA plus L, la modalité MPF est également perçue plus sucrée par rapport à la modalité FA plus L. Donc finalement, ces analyses sensorielles montrent bien qu'il y a bien une contribution à la fois des levures, mais également des parties solides à l'augmentation de la perception sucrée. Donc, tout d'abord, je vais m'intéresser à deux molécules qui sont l'épidépAG et l'astilbine, qui avaient déjà été mises en évidence au laboratoire. C'est des molécules qui sont issues du raisin et qui ont un goût sucré. On a pu quantifier ces molécules dans différents vins rouges commerciaux issus de différentes régions. Donc, on retrouve l'épidépAG à une teneur moyenne autour de 10 mg par litre. Et pour l'astilbine, on la retrouve autour de 7 mg par litre. On a également mesuré son seuil de détection gustative qui s'élève à 5,7 mg par litre. Et donc, grâce à ces dosages, on a pu regarder l'incidence du cépage. Donc, pour l'épidépAG, on peut voir qu'on retrouve davantage de cette molécule dans les vins à dominante assemblage Cabernet Sauvignon, Merlot par rapport au Gamay ou au Pinot Noir. Et c'est plutôt la tendance inverse pour l'astilbine, où on retrouve beaucoup moins d'astilbine dans les vins issus d'assemblage Cabernet Sauvignon Merlot par rapport au Gamay et au Pinot Noir. Donc on peut voir qu'il y a bien une différence significative de concentration entre les cépages pour ces deux composés. Ensuite, on a également regardé l'incidence de l'extraction pendant la cuvaison. Et en comparant une extraction douce et une extraction forte, on peut voir qu'elles influencent significativement les teneurs de ces deux composés qui, elles, diminuent avec l'intensité des remontages. En outre, on a pu regarder l'incidence de la vinification en grappe entière, car il est parfois d'usage de garder les grappes avec la rafle pendant la vinification ou alors de rajouter la rafle pendant la cuvaison. On a donc réalisé plusieurs expérimentations avec différentes proportions de grappes entières pendant différents millésimes 2019, 2020 et 2021, dans différentes régions, la région bordelaise, mais également dans le Beaujolais et en Bourgogne. On a regardé différents cépages, le Merlot, Cabernet Sauvignon, le Gamay et le Pinot Noir. Et on a regardé différentes proportions de grappes entières qui allaient de 15 à 50% de la vendange. Donc, quand on ajoute des rafles, on considère cela pour
pour notre modalité entière. Et il y avait à chaque fois une cuve témoin où il n'y avait pas de rafle. On appellera notre modalité éraflée. Pour l'épidépéagé, il n'y a pas de différence significative de la teneur de ce composé entre ces deux modalités. Néanmoins, pour l'acetylbine, on peut voir qu'elle est davantage présente dans la modalité entière que dans la modalité éraflée. Donc finalement, la présence des rafles, elle apporte davantage d'acetylbine au vin. Maintenant, si on regarde plus en détail ces résultats, on peut regarder l'influence du cépage. Alors, on peut tout d'abord voir qu'il y a plus d'acetylbine dans les vins de Gamay et de Pinot Noir, comme on s'attendait. Mais ce qui est vraiment intéressant de regarder, c'est la différence entre les deux modalités pour chacun de ces cépages. Cette différence, elle est plus élevée dans les vins issus de Merlot, entre les deux modalités, que dans le Pinot Noir ou le Gamay. Et donc, on se demandait d'où venait cette différence finalement. Ah oui, pardon. J'ai aussi rajouté le seuil de détection gustative. Ce qu'on peut voir, c'est que pour la modalité entière, pour le Merlot, la teneur en acetylbine est supérieure au seuil de détection comparé à la modalité éraflée. Maintenant, lorsque l'on quantifie cette molécule dans les rafles des différents cépages, ce qu'on peut voir, c'est qu'on retrouve davantage finalement d'acetylbine dans les rafles de Merlot que dans les rafles de Gamay. Ensuite, on a également regardé l'étude, on a également étudié l'acetylbine dans un même cru de Bourgogne en fonction du millésime. Donc on a pu quantifier l'acetylbine dans les rafles et dans les vins correspondants. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que la concentration en acetylbine était moins élevée dans les vins et dans les rafles correspondants en 2021. Maintenant, si on regarde les précipitations entre avril et la date des vendanges, on peut voir ici que la contrainte hydrique elle est a priori moins élevée en 2021. En outre, on a regardé... on a fait d'autres mesures, on a fait des mesures du delta C13 dans plusieurs vins bordelais qui ont bien montré qu'il y avait bien une relation entre la contrainte hydrique et la concentration en acetylbine. Ensuite, maintenant, si l'on regarde la structure de cette molécule, l'acetylbine, on peut voir qu'elle possède deux centres stéréogènes. Elle a donc plusieurs diastéréoisomères. Il existe la néoacetylbine, la néoisoacetylbine et l'isoacetylbine. Ces composés, on les a synthétisés au laboratoire et on les a purifiés, donc on a pu les goûter. On les a caractérisés gustativement en les additionnant, en additionnant chacun de ces composés à 5 mg par litre dans un vin blanc. Ce que l'on peut voir, c'est que l'addition de chacun de ces composés, elle augmente la sensation sucrée et elle diminue la sensation acide du vin. En outre, ce que vous pouvez voir, c'est que la sensation sucrée, elle est différente en fonction du composé ajouté. On peut voir que la néoacetylbine et la néoisoacetylbine est plus sucrée que l'acetylbine. Et on a bien démontré qu'il y avait une influence de la stéréochimie sur les propriétés gustatives de ces molécules. Maintenant, on a également développé une méthode de dosage pour ces composés et on a notamment pu les doser dans des vins issus du même cru des vins de Bourguignon, de Pinot Noir, de millésime 1918 à 2017. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que finalement la teneur en acetylbine est un peu moins importante dans les vins plus vieux que dans les vins jeunes, alors que c'est un peu l'effet inverse pour les autres isomères, notamment pour la néoacetylbine, où on retrouve dans des quantités plus importantes dans les vins plus vieux que dans les vins jeunes. On peut voir, on a également fait d'autres expérimentations qui confirment qu'en fait l'acetylbine s'isomérise au cours du temps. En outre, la néoacetylbine, dont je vous ai parlé précédemment, elle a un goût plus sucré que l'acetylbine. Donc finalement, ces résultats ils contribuent à expliquer l'augmentation de la saveur sucrée que l'on peut percevoir dans les vins de vieux millésimes. Ensuite, nous sommes intéressés à rechercher de nouveaux marqueurs qui sont influencés par la cuvaison. Et donc nous avons réalisé des analyses métabolomiques non ciblées pour étudier ces nouveaux marqueurs. Et donc, dans un premier temps, on a réalisé un grand échantillonnage en prélevant des échantillons en fin de fermentation alcoolique, qui correspond à la modalité FA, et ensuite en fin de macération post-fermentaire, qui correspond à la modalité MPF. Ces échantillons, ils ont été prélevés en conditions réelles dans plusieurs domaines viticoles bordelais et pendant les millésimes 2019, 2020 et 2021. Au total, on a à peu près obtenu environ 700 échantillons analysés. Donc ces échantillons, on les a analysés en LC-MS 2. Donc on a utilisé un mode qui s'appelle le Full MS DDMS2. Donc en fait, l'idée,
c'est d'obtenir le maximum d'informations sur la composition de ces échantillons pour en fait avoir une sorte d'empreinte chimique de ces échantillons lorsque l'on traite les données. Ensuite, par analyse différentielle, on a pu cibler des composés dont la teneur augmente pendant la macération post-fermentaire et qui seraient donc susceptibles d'expliquer le gain de sucrosité qu'on peut percevoir pendant cette étape. On a pu donc cibler un composé en particulier qu'on a pu purifier avec différentes méthodes de séparation. Et donc on a obtenu ce composé pur. On a réalisé son élucidation structurale, mais je ne peux pas vous présenter les résultats ce soir puisqu'ils sont en cours de publication. Mais néanmoins, on a pu réaliser son analyse sensorielle dans une solution hydroalcoolique à 12%. Et donc notre solution témoin n'était pas sucrée. Et lorsque l'on ajoute notre composé, on peut voir que la solution devient très sucrée avec une note de 4 sur 5. Donc les propriétés sucrées de cette molécule ont été décrites ici pour la première fois. Ensuite, nous nous sommes intéressés à son origine, car finalement, ce composé, il peut être soit apporté par les différents constituants du raisin, ou alors être originaire de l'autolyse des levures. Donc lorsqu'on analyse ces différents échantillons, on a pu remarquer que ce composé était présent dans un autolysat de levure, ce qui montre qu'en fait ce composé est originaire de l'autolyse des levures. Ensuite, on a pu quantifier ce composé dans différents vins commerciaux, donc dans différents vins rouges et dans différents vins blancs. On le retrouve à des teneurs en moyenne autour de 3 mg par litre pour les vins rouges et 2 mg par litre dans ces 11 vins blancs. Donc, ces teneurs en moyenne varient entre 0,5 et 8,8 mg par litre. Ensuite, on a également pu doser ce composé dans différents échantillons pendant la macération post-fermentaire, donc pendant un suivi de macération. Et on peut voir ici que ces teneurs augmentent bien pendant la cuvaison. Et ensuite, on a également réalisé d'autres expérimentations qui utilisaient différentes températures de cuvaison. Et on peut voir qu'on a bien une influence de la température sur les teneurs de cette molécule, à savoir où quand on utilise une température plus élevée pendant la macération post-fermentaire, on a tendance à avoir plus de cette molécule. Pour conclure sur ces travaux, donc on a donc, concernant la contribution de la stilbine et de l'épidépéagé, on a donc mesuré leur teneur autour de la dizaine de milligrammes par litre. On a regardé l'influence de divers paramètres, à savoir le cépage, le millésime, mais également la vinification en grappe entière. Et on a également montré qu'on avait une apparition d'isomères sucrés de la stilbine au cours du temps. Et concernant les nouveaux marqueurs moléculaires influencés par la cuvaison des vins rouges, on a développé une méthode d'analyse non ciblée pour mettre en évidence des composés dont la teneur augmente pendant cette macération. On a pu purifier un composé cible, donc je vous ai montré ici. On a mis en évidence son goût sucré. On sait que ce composé il est originaire des levures et qu'il y a bien une influence de la température de cuvaison sur sa teneur. Mais au final, cette méthode elle a permis de purifier 5 composés, et ces 5 composés ont un goût sucré. Il y a plusieurs composés qui sont originaires de raisins, et 2 de ces composés sont en cours d'identification. Et il s'agirait de polyphénols qui sont inconnus dans la nature pour l'instant, mais on attend encore de nouveaux éléments pour confirmer ça. Et donc, de façon plus générale, ces travaux apportent une meilleure compréhension de l'origine chimique de la saveur sucrée perçue dans les vins secs. Maintenant, je tiens à remercier la chaire Denis Dubourdieu pour avoir financé ces travaux de thèse et donc ainsi que tous les mécènes qui la composent. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci Marie pour ta présentation et ce teasing qui préfigure la prochaine saison de Comprendre pour agir. Je profite de la fin de cette présentation pour justement dire 2 mots sur la chaire Denis Dubourdieu. J'en ai parlé en introduction et vous voyez, ça c'est typiquement le genre de sujet qu'il est difficile de financer parce que c'est difficile de motiver un seul industriel sur un sujet comme celui-ci dont l'application commerciale n'est pas forcément évidente. Et si ce sujet a pu voir le jour, c'est grâce à cette
cher Denis Dubourdieu, vous en avez ici la liste des mécènes. Je précise que cette liste n'est pas fermée. Donc s'il y a parmi vous certains qui sont intéressés, après crédit d'impôt, la contribution revient à peu près à une page de publicité dans la revue du vin de France. Donc je pense que je vous laisse juger de l'intérêt respectif. Cette problématique que je citais en introduction de la difficulté de conserver un équilibre, à la fois une identité aromatique, mais aussi un équilibre gustatif dans un contexte climatique changeant, avec des raisins dont la composition ne cesse d'évoluer. Et dans ce contexte, en particulier, la préservation de l'acidité est un véritable enjeu. C'était le sujet de la thèse de Charlotte Vion, qui est ingénieur de l'ENSTBB, donc ingénieur en biotechnologie de cette école bordelaise, qui a rejoint l'ISVV en 2019 pour un master sous la direction de Philippe Marulot, qui a effectué sa thèse, toujours avec Philippe, financée par Biolafort, thèse qui a été soutenue il y a 15 jours. Donc Charlotte est tout fraîchement docteur. Elle a terminé son parcours à l'ISVV et bien que ne venant pas du milieu vitivinicole et n'ayant pas une formation en œnologie, elle se destine à faire des vinifications. Donc je pense que l'ensemencement a été efficace. À toi, Charles. Bonjour à tous, merci Axel pour cette introduction. Donc pour ma part, je vais vous parler de la levure Saccharomyces cerevisiae et des acquisitions récentes sur sa capacité à moduler les concentrations d'acide malique au cours de la fermentation alcoolique. Alors le changement climatique et notamment l'augmentation des températures a un impact sur les concentrations en acide organique dans les baies de raisin et notamment la concentration en acide malique qui diminue du fait de cette augmentation des températures. Cela va induire donc une augmentation du pH des baies et au cours de la vinification, le pH va évoluer. Tout d'abord, pendant la fermentation alcoolique, il commence par diminuer avec la phase de croissance des levures et la phase de consommation des nutriments azotés, puis il réaugmente jusqu'à la fin de la fermentation alcoolique. Et ensuite, lorsqu'elle a lieu, la fermentation malolactique induit aussi une augmentation plus lente du pH sous l'action des bactéries lactiques. Donc une augmentation du pH au départ dans les baies va induire une augmentation du pH à toutes ces différentes étapes de la vinification. Et cela va avoir plusieurs conséquences, notamment une diminution de la quantité de SO2 actif qu'on retrouve dans les vins, puisque cette forme active va être plus faible lorsque le pH augmente, et aussi un impact au niveau organoleptique. Et on peut notamment se retrouver avec une balance sucre-acide qui va être déséquilibrée. Donc, pour pallier à ça, il y a donc l'action des levures du genre Saccharomyces. Donc, ce sont les levures qui sont inoculées pour la fermentation alcoolique et qui, en plus de convertir donc, les sucres en éthanol et CO2, ont aussi la capacité de consommer une partie de l'acide malique des baies de raisin. Et certaines souches produisent également un peu d'acide malique. Alors, la majorité des souches commerciales aujourd'hui sont des souches consommatrices, qui vont consommer entre 5 et 45% de l'acide malique de départ. Et quelques rares souches productrices ont aussi été répertoriées, mais elles vont être plus rares parce qu'elles sont associées à des cinétiques de croissance plus lentes et donc rarement dominantes naturellement. Alors cette capacité qu'elles ont à moduler l'acide malique, on sait qu'elle est génétiquement contrôlée. Donc sur ce sujet, des études préalables de génétique quantitative ont permis d'identifier 11 régions du génome qui s'appellent des QTL qui impactent la concentration en acide malique. Ici, on va la représenter avec un paramètre qu'on appelle le MAC, dont je vais vous reparler tout au long de cette présentation, qui est le pourcentage d'acide malique consommé par les levures. Donc lorsqu'on a un MAC positif, on parlera de consommation, et s'il est négatif, on aura une production. Donc, ces 11 régions du génome, donc, ici, sont associées à des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme central de la levure. Et pour chacun d'entre eux, il existe un allèle qu'on va appeler démalique, qui va pousser dans le sens d'une consommation d'acide malique, et un allèle qu'on va appeler acidique, qui lui va pousser dans le sens d'une préservation, voire une production d'acide malique. Et donc moi, durant ma thèse, j'ai été amenée à utiliser donc, ces marqueurs génétiques pour faire ce qu'on appelle de la sélection assistée par marqueurs de souches de levure qui ont des capacités de consommation ou de production accrues par rapport aux souches commerciales habituelles.
J'en profite aussi pour rappeler que les gènes donc, associés à ces QTL ont fait l'objet d'un brevet d'invention par la société Biolafort. Donc la sélection assistée par marqueur, je vais vous la présenter rapidement. En fait, on a pris 4 souches commerciales qu'on a croisées pour générer des hybrides. Donc il y a une centaine de descendants qui ont été isolés de chacun des hybrides, dont on a ici donc, le MAC représenté, leur consommation d'acide malique. Et si on veut créer une descendance de souches démaliquantes, donc consommatrices, on peut prendre 2 clones qui ont un MAC très important, donc une forte capacité à consommer l'acide malique, pour créer cet hybride démalique. Pour les souches acidifiantes, il suffit de se placer de l'autre côté et de prendre des clones qui, eux, préservaient, voire produisaient un peu d'acide malique pour créer cet hybride qu'on va appeler acidique. Et donc on a eu à peu près 1000 descendants pour chacun des hybrides. Et grâce à la sélection assistée par marqueur, on a pu sélectionner une vingtaine d'individus de chaque population qui avaient un maximum d'allèles qui vont dans le sens démalique ou bien qui vont dans le sens acidique. Donc, en termes de représentation, ici on a au milieu donc, les souches industrielles classiques, commerciales, et donc on a pu générer des populations de souches démaliques et acidiques qui transgressent en termes de capacité à moduler l'acide malique par rapport à ces souches commerciales. Donc on a essayé de comprendre un petit peu ce métabolisme de l'acide malique qu'elles consomment et qu'elles produisent. Donc pour ça, on a pris 2 souches extrêmes dans chaque population. Et on a fait ce qu'on appelle une filiation isotopique, c'est-à-dire qu'on leur a donné comme substrat de l'acide malique qui était marqué avec du carbone 13, et on a pu suivre, grâce à ce marquage, les composés du métabolisme qui retrouvaient donc, cette molécule marquée. Alors ici, ce que je vous présente, c'est l'évolution de la concentration en acide malique totale chez les 2 souches au cours de la fermentation alcoolique dans un milieu, donc le milieu synthétique qu'on a utilisé, et on a une différence en fin de fermentation de 1 g par litre entre ces 2 souches-là. Mais si on regarde uniquement l'acide malique marqué, on voit en fait que les 2 souches consomment toutes les 2 et tout au long de la fermentation alcoolique, et on a seulement une différence de 300 mg/litre à la fin. Donc ça nous laisse penser qu'il y a une deuxième voie, qui est une voie de production qui n'est pas la même voie, et qui est ici en fait, qui est une voie de production d'acide malique, donc de novo, qui n'est lui pas marqué, et donc avec une production chez la souche démalique qui va jusqu'à à peu près la moitié de la fermentation et qui s'arrête, alors que la deuxième souche, elle, va avoir un boost de production en fin de fermentation alcoolique, ce qui nous permet de retrouver les différences qu'on observe, nous, habituellement. Alors, on a essayé donc, de comprendre un petit peu ce qui se passait, puisqu'ici, donc, on a du malique marqué qui rentre, le glucose qui est bien sûr son substrat habituel, et du malique non marqué qui sort. Et donc, on a essayé de retracer les voies métaboliques déjà de cette production, en regardant en fait les d'autres acides organiques qui sont produits. Et nous, on a pu faire l'hypothèse que la voie principale de production de l'acide malique est la voie cytosolique en bleu qui passe par l'isocitrate, qui permet de produire 2 autres acides organiques et qui ensuite passe par le glyoxylate et qui permet de produire du malate. Pour ce qui est du boost de production par la deuxième souche, là, il n'était plus corrélé aux autres acides organiques. Et nous, on a fait l'hypothèse que c'est une deuxième voie qui s'active ici, aussi dans le cytosol, avec la conversion d'oxaloacétate en malate par une deuxième enzyme qui s'active chez cette souche en fin de fermentation alcoolique. Maintenant, il nous reste à savoir ce que devient ce malate marqué qui, lui, rentre dans la cellule. Donc, on est allé regarder les acides aminés qui présentaient un enrichissement isotopique en marquage. Et il y en a 7 ici qui présentaient un enrichissement et qui sont des acides aminés produits dans la mitochondrie, ce qui nous laisse penser que le malate marqué rentre dans la mitochondrie. De là, il peut effectivement servir à cette synthèse des acides aminés, qui est faite donc, pendant la première moitié de fermentation, et aussi à faire la fermentation malo-éthanolique en deuxième partie de fermentation. Donc maintenant qu'on a ça en tête, je vous remontre la répartition de départ par rapport à mes souches industrielles. Et en fait, celle que je vous montre ici, elle est faite dans un mou. Et on s'est interrogé sur l'impact de la matrice sur cette capacité des souches à moduler la concentration en acide malique. Donc on a pris une dizaine d'individus qui appartiennent à ces 3 populations, qu'on a fait fermenter dans 7 matrices différentes. Et on voit ici que le MAC, en fonction de la matrice, va avoir des différences significatives, ce qui veut dire qu'il y a des facteurs abiotiques présents dans la matrice qui nous permettent d'expliquer et qui impactent en fait, le phénotype qu'on observe.
Alors pour en savoir un petit peu plus, on a pris 12 matrices à différentes maturités technologiques en termes de sucre et d'acide malique de départ. Donc soit une matrice blanche qu'on a utilisée telle quelle de Sauvignon blanc, qu'on a supplémentée en sucre, qu'on a supplémentée en acide malique ou les deux. La même chose sur un merlot, et on a aussi pris 4 matrices naturelles représentatives de la variabilité qu'on peut avoir en termes de sucre et d'acide malique initial. On a pris à nouveau des souches de nos 3 populations et on a suivi les paramètres cinétiques de fermentation, les composés organiques et mesuré le pH final. Donc la première différence qu'on a entre nos groupes de souches, c'est évidemment une différence sur la concentration en acide malique, c'est aussi pour ça qu'on les sélectionne. Il y a également une différence sur le pH qui est en fait inversement corrélé à la concentration en acide malique. Et il y a un deuxième caractère qui présentait une différence, c'est ce qu'on appelle le T80. Donc c'est le temps nécessaire à la levure pour arriver à 80% de la fermentation alcoolique. Et on voit en fait que les souches acidifiantes en rouge ici ont besoin d'un peu plus de temps, c'est sur une centaine d'heures environ. Elles ont besoin d'une centaine d'heures supplémentaires pour terminer ces fermentations alcooliques. Donc là en fait on a indirectement sélectionné, en sélectionnant le caractère acidifiant, on a sélectionné des souches qui mettent un peu plus de temps à finir les fermentations alcooliques, mais qui les finissent malgré tout. Elles finissent toutes ici sur cette représentation-là, les fermentations. Donc pour aller un petit peu plus loin, on a modélisé donc des surfaces de réponse à la variation du niveau de sucre et du pH initial de la matrice. Donc celle que je vous montre ici, c'est le rendement œnologique, donc la quantité de sucre nécessaire à la levure pour produire 1 degré d'alcool. On voit que nos 2 groupes répondent exactement de la même manière, puisque les 2 surfaces sont parfaitement parallèles. Par contre, on voit que peu importe la composition du milieu, les souches acidiques en rouge ont besoin d'un peu plus de sucre que les souches démaliques pour produire 1 degré d'alcool. Donc là encore, on a indirectement sélectionné un caractère chez ce groupe de souches qui est une production d'éthanol un peu plus faible. Après, on a d'autres caractères comme notre MAC qui, lui, n'évolue pas du tout de la même manière entre les 2 groupes de souches. On va avoir les souches démaliques ici qui sont plutôt robustes à leur environnement, puisqu'elles vont toujours consommer, quelle que soit la matrice, entre 60 et 70% de l'acide malique de départ. Par contre, les souches acidifiantes en rouge sont beaucoup plus plastiques et ce qui est intéressant, c'est qu'elles expriment particulièrement leur phénotype acidifiant lorsqu'on est dans des conditions où on a beaucoup de sucre et un peu moins d'acidité, ce qui est en fait le type de matrice qui a tendance à émerger du fait du changement climatique. Donc j'ai pensé important de regarder ce qui se passait quand on utilisait des souches, cette fois-ci démaliques, sur les fermentations malolactiques qui puissent suivre. Donc là, je vous ai mis 2 exemples sur un merlot où on a utilisé des souches démaliques pour la fermentation. Donc on a réduit le niveau d'acide malique initial par rapport à une souche commerciale comme la souche bleue qui avait peu impacté le niveau d'acide malique. Et on voit que là, si on descend de 4, même jusqu'à 1 gramme par litre d'acide malique, si on a moins d'acide malique dans notre milieu, les fermentations malolactiques vont se dérouler plus rapidement. Ici, on est sur des fermentations malolactiques inoculées. Et pour ce qui est donc des fermentations qui pourraient être spontanées, je n'ai pas été vérifier ce qui se passe et si ça va aussi bas en termes d'acide malique initial pour la rapidité. Si maintenant je vous fais un petit récapitulatif sur les souches acidifiantes cette fois-ci, donc ce qui est important, c'est de voir qu'elles expriment particulièrement ce côté acidifiant et qu'elles produisent plus d'acide malique lorsqu'on est dans des matrices qu'on peut appeler chaudes, qui sont donc très sucrées, faiblement acides. Elles s'accompagnent d'un temps de fermentation un peu plus long, mais complètent néanmoins les fermentations alcooliques. Et elles s'accompagnent aussi d'une diminution du degré d'alcool. Et ces phénomènes-là, on peut les associer à 2 choses, qui sont le micro-environnement de la levure et son métabolisme. Puisqu'on les a sélectionnés pour leur capacité à produire de l'acide malique. Et en produisant cet acide malique, qu'elles relâchent donc dans le milieu, elles acidifient le milieu autour d'elles. Il y a un pH plus bas pendant la fermentation, ce qui fait qu'elle se met dans des conditions de stress, des conditions un peu plus difficiles, d'où le temps de fermentation qui va être parfois un peu plus long. Et pour ce qui est du métabolisme, on a vu que l'acide malique des nouveaux produits ne vient pas en fait de l'acide malique présent déjà dans le milieu, il vient en fait du glucose. Il vient donc d'une matrice qui n'était pas marquée, qui était le glucose qu'on a au départ. Donc ça, c'est du glucose qui n'est pas utilisé pour l'éthanol traditionnellement, mais pour produire cet acide organique. Et souvent, je ne vous l'ai pas montré, mais ces productions d'acide malique s'accompagnent aussi d'une production d'acide succinique qui est un peu plus élevée
chez les souches acidiques, qui elle aussi provient du glucose, puisqu'en fait c'est la même voie métabolique qui est empruntée pour les deux. D'où la diminution qu'on peut avoir du degré d'alcool. Donc, je vais vous laisser avec quelques itinéraires de vinification. Donc, pour les souches acidiques, là on vient de le dire, ce sont ces matrices plutôt rouges, très sucrées et faiblement acides. Pour ce qui est des souches démaliques, elles présentent toujours un intérêt sur des blancs qui peuvent être particulièrement acides, qui peuvent exister dans les régions septentrionales, ou bien être utilisés dans des co-inoculations avec une autre levure qui est la levure Lachancea à thermotolérance, dont Johanna va vous parler juste après. Merci pour votre attention. Et nous allons rester dans le domaine des micro-organismes et leur incidence sur l'acidité avec un spectre plus large puisque on va aller au-delà de Saccharomyces cerevisiae et même au-delà des levures avec la présentation de Johanna Coulon. Alors je ne sais pas s'il est utile de vous présenter Johanna, qui est une fidèle parmi les fidèles de ces soirées Comprendre pour agir, puisque je crois que tu as participé à toutes. Johanna est responsable R&D microbiologie de la société Biolafort aujourd'hui. C'est elle qui avait monté la cellule de transfert microbiologie de l'ISVV qui s'appelle Microflora et que vous connaissez. Donc merci beaucoup, Johanna, d'être aussi fidèle à cette soirée. À toi. Merci Axel. Donc effectivement, je vais vous parler de façon un petit peu plus générale de sélection de levures pour répondre aux défis du changement climatique qui, on le sait, impacte la qualité des mous, notamment en ce qui concerne la concentration en sucre qui augmente, l'acidité qui baisse. Et on voit bien dans cet exemple qu'en 35 ans, le TAV ainsi que les pH ont augmenté. Et cette augmentation de pH est liée essentiellement à la diminution de deux acides, les deux acides principaux du mou, que sont l'acide malique et l'acide tartrique. Alors, comment répondre à ce défi du changement climatique? On a bien évidemment des pratiques physiques, chimiques, mais aussi culturelles que l'on peut mettre en œuvre. En ce qui me concerne, je vais vous parler de mon sujet préféré, les micro-organismes, plus particulièrement les levures, qui peuvent également impacter et moduler l'acidité. Alors je vais très brièvement vous parler de Schizosaccharomyces bombay, qui elle a tendance à désacidifier le mou, le vin, puisqu'elle est capable de transformer entièrement, contrairement à Saccharomyces cerevisiae, l'acide malique lors de la fermentation malo-éthanolique en éthanol. Ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, bien évidemment, ce sont les capacités acidifiantes des micro-organismes. Donc, je vais vous parler de la Lachancea thermotolérance, qui est une levure dont on entend beaucoup parler et qui a une capacité assez extraordinaire à produire de l'acide lactique, mais également revenir sur quelques éléments pratiques concernant Saccharomyces cerevisiae, puisque Charlotte vous l'a bien montré, cette levure, en fonction des souches sélectionnées sur la base de critères génétiques, peut moduler l'acide malique, soit en le préservant ou le produisant, soit en le consommant de façon importante. Si on s'intéresse dans un premier temps à la Lachancea thermotolérance, c'est donc une levure non Saccharomyces qui est issue de l'écosystème œnologique et qui est capable de fermentation alcoolique, mais de façon incomplète, jusqu'à 8 à 10% volume d'alcool, et donc qui convient d'associer avec Saccharomyces cerevisiae pour terminer la fermentation alcoolique. Elle a cette capacité de router une partie des sucres vers la production d'acide lactique, ce qui a, vous le doutez, pour incidence de bioacidifier les vins et de diminuer le pH, et également de légèrement diminuer le rendement alcool-sucre. Mais comme chez toute espèce, des individus sont différents. Et lorsque l'on veut avoir une souche pour bioacidifier, on va vers un processus de sélection pour sélectionner la souche la plus robuste et la plus acidifiante possible. C'est ce que nous avons fait sur la base d'une collection rassemblée de 14 souches de la Lachancea thermotolérance. Nous ne savions pas encore que c'était des souches séparées les unes des autres, et donc pour cela, il a fallu mettre en place une méthode de typage génétique pour vérifier qu'elles sont toutes différentes les unes des autres, et donc les intégrer à des tests de sélection phénotypique, qui vont passer d'abord par une étape de caractérisation dans un milieu modèle, pour appréhender leur capacité d'acidification. Et on voit bien ici tout le panel de diversité que l'on peut obtenir
même au sein d'une même espèce comme la chancée à thermotolérance, puisque certaines sont capables d'une grande acidification avec une production de 12 grammes par litre d'acide lactique, alors que d'autres n'en produisent même pas 2. Et bien évidemment, cela a des conséquences sur le pH, qui est plus ou moins bas ou plus ou moins élevé en fonction de la capacité de la souche à produire de l'acide lactique. Donc, lorsque l'on travaille sur un processus de sélection de souches, on va d'abord partir d'une collection, la caractériser, réduire les candidates à celles qui sont les plus acidifiantes et continuer cette étude pour, cette fois-ci, aller appréhender d'autres facteurs, et notamment l'impact de facteurs limitants tels que le SO2 sur ce panel réduit de 18 souches, pour isoler et sélectionner non seulement la souche la plus acidifiante, mais également la plus robuste. Alors, le choix de la souche dans le processus de sélection importe, mais également les moyens de l'appliquer. Je vous montre ici comment la température ainsi que le mode d'inoculation vont pouvoir orienter la capacité de bioacidification avec des exemples de fermentation alcoolique et en fin de fermentation alcoolique des niveaux d'acide lactique et de pH qui vont varier selon que la chancea thermotolérance, donc Zimaflor oméga, a été associée avec Saccharomyces cerevisiae ajoutée en même temps, ou bien ajoutée de façon séquentielle, et dans ce cas-là, oméga, la chancea thermotolérance, est inoculée préalablement 24 heures avant Saccharomyces cerevisiae. On voit que le mode d'inoculation est important puisque dans le cas de la co-inoculation, ici à 24 degrés, on va produire une quantité modérée d'acide lactique, 0,5 g par litre, alors que 12 g par litre vont être produits lorsque son expression seule est laissée plus longtemps lors de l'inoculation séquentielle. De la même façon, si on compare 17 et 24 degrés comme température de fermentation alcoolique, on voit là bien aussi l'effet de la température, elle ne porte pas son nom thermotolérance pour rien visiblement. Le petit plus, c'est effectivement la diminution du TAV, puisque en étant routés vers l'acide lactique, les sucres ne vont pas produire d'éthanol, et on voit bien ici une diminution de TAV qui peut aller jusqu'à 0,9% au volume pour les 12 grammes par litre d'acide lactique produit. Et bien sûr, il convient de dire que dans ces cas-là, c'est une cuve qu'on appelle fresh tank qui est élaborée pour pouvoir l'intégrer dans des processus d'assemblage. Donc, rapidement, on peut citer les facteurs qui sont favorables au développement de la chancea thermotolérance et donc de la bioacidification, ou au contraire des paramètres qui vont limiter son expression. On a parlé de la température, on a parlé du mode d'inoculation. On peut également évoquer le sulfitage ou son absence de sulfitage, selon que l'on souhaite appliquer un paramètre favorable ou défavorable. Le pH va avoir une incidence à lui tout seul, mais aussi par le biais de la genèse du SO2 actif qui va être plus ou moins important si le mot a été sulfité, et ainsi que ses conditions de réhydratation. Charlotte vous l'a dit, Saccharomyces cerevisiae peut également nous aider à moduler l'acidité par le choix, la sélection de souches de Saccharomyces cerevisiae selon que l'on les sélectionne pour leurs critères acidiques ou démaliques, et cela est lié à leur métabolisme différent de l'acide malique. C'est un constat que l'on a fait déjà il y a quelques années, et effectivement, lorsque l'on va vinifier dans les mêmes conditions un mou avec des souches de levure différentes, on peut voir qu'il y a une gradation dans la concentration en acide malique en fin de fermentation alcoolique. Charlotte nous a montré que ces phénomènes étaient liés à des éléments génétiques qui sont liés à des gènes. Ces gènes peuvent avoir différentes formes. Ils peuvent avoir une forme acidique, ne serait-ce que parce qu'un tout petit nucléotide va changer dans ce gène. Cela va entraîner le changement d'un acide aminé dans une protéine et changer l'activité de cette protéine. Donc on a ici la liste des formes génétiques acidiques démaliques. Ici l'exemple d'une souche sur le marché qui est plutôt démalique,
tout comme ces autres consoeurs qui ont plutôt tendance à être des maliques avec un MAC % autour de 30. Mais puisque l'on connaît ces marqueurs génétiques, on peut aller croiser des levures pour aller introgresser de proche en proche un maximum d'allèles démaliques ou acidiques pour construire des souches extrêmes qui contiennent un maximum de ces marqueurs génétiques côté acidique ou côté démalique. C'est ce qui nous a amené à sélectionner une souche acidique extrême que l'on peut comparer à une souche sur le marché ou bien que l'on avait d'ailleurs intégré un processus de sélection avec une souche que l'on appelle acidique moins, qui n'a pas été retenue parce que, comme Charlotte vous l'a dit, les souches acidiques ont tendance à fermenter plus lentement. Et lorsqu'on sélectionne des levures, on considère bien sûr le critère d'intérêt. Donc ici, c'était la préservation, la production d'acide malique, mais il ne faut pas oublier également tous les autres critères. Et le premier étant bien évidemment de réaliser la fermentation alcoolique dans des délais raisonnables. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que ces souches, issues du programme de sélection, dont on en a gardé une pour la mettre sur le marché, sont effectivement capables de produire de l'acide malique. On partait au départ à 1,2 g par litre d'acide malique. F15 l'a dégradé, alors que ces deux souches, climat et acidique 1, on en produit. Ça a bien sûr une incidence sur l'acidité totale et le pH. Et pour répondre à la question qui a été posée précédemment, ces effets perdurent en fin de fermentation malolactique. L'acide malique étant transformé en acide lactique, on continue à avoir des différences, cette fois-ci non plus sur l'acide malique, mais sur l'acide lactique. Et bien évidemment, même si ces paramètres d'acidification, que sont le pH et l'acidité totale, ne sont plus aussi écartés qu'en fin de fermentation alcoolique, on voit tout de même des différences importante entre la souche F15 et ces deux autres souches avec 0,8 voire 0,9 grammes par litre d'acidité totale en plus et un pH également légèrement plus bas. Encore une fois, lorsque l'on regarde également le titre alcométrique, on voit que ces souches ont la capacité de diminuer le TAV et ici de façon relativement importante autour de 0,5% volume, justement, comme Charlotte l'a expliqué, parce que les sucres sont routés vers l'acide malique, mais aussi l'acide succinique et l'acide alpha-cétoglutarique. Donc tout cela s'explique maintenant très bien. On a vu des tendances au niveau des paramètres liés à l'acidité. Mais il faut savoir que ces différences sont également perceptibles d'un point de vue sensoriel. C'est ce que démontre cette étude qu'a réalisée Charlotte, qui a étudié un groupe de souches démaliques, un groupe de souches acidiques, en les faisant fermenter un mou blanc ou un mou rouge, et en faisant faire un panel de dégustation, une tâche de tri dirigée vers l'acidité. L'analyse sensorielle des vins par multidimensional scaling a montré que le groupe des démaliques et des acidiques se détachaient très bien les unes des autres, ce qui indique que le panel de dégustation arrivait très bien à faire la différence sur le critère de l'acidité entre ces groupes de souches, et que les souches sur le marché, qui sont ici en bleu, n'appartiennent pas à ces deux groupes discriminants. Donc, au-delà des paramètres chimiques qui sont significatifs au niveau de l'acidité, on voit aussi que cela impacte les vins au niveau sensoriel. Bien évidemment, on peut associer des micro-organismes pour aller chercher davantage d'acidification. On peut associer notamment une levure Saccharomyces cerevisiae acidique à une levure La Chancey à thermotolérance. C'est ce qui a été fait ici en co-inoculation et comparé à la levure climat acidique seule ou à une levure témoin. On voit qu'il y a un effet synergique sur le TAV de ces deux levures puisqu'il va diminuer progressivement, d'abord dans l'essai avec la levure acidique, mais encore plus avec la co-inoculation avec La Chancey à thermotolérance. Vous comprenez maintenant pourquoi. Ça a également une incidence sur le pH et l'acidité totale. En ce qui concerne l'acide malique, on a une différence
entre climat et le témoin. Un petit peu moins dans le cas de la co-inoculation parce que la chancée à thermotolérance, elle a tendance à dégrader l'acide malique, ce qui n'est finalement pas très grave puisque, il y a tout de même un renforcement de la fraîcheur par la production d'acide lactique. Donc j'ai évoqué ces deux levures, Saccharomyces cerevisiae et la chancée à thermotolérance. Cet exposé s'est attaché particulièrement à vous proposer des solutions acidifiantes par le biais des levures. Il ne faut pas oublier que l'acide lactique peut bloquer les fermentations malolactiques, et c'est là où je veux en venir. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les bactéries qui ont également leur mot à dire, même si on a tendance un petit peu à les oublier. Alors bien évidemment, avec des concentrations au-delà de 2 à 3 grammes par litre d'acide lactique, la fermentation malolactique est inhibée, à 2 grammes lorsque l'on regarde une fermentation malolactique indigène, 3 grammes par litre lorsqu'elle est ensemencée. Mais si ces concentrations sont inférieures, et si le choix de la fermentation malolactique est fait, est-ce que les bactéries lactiques peuvent nous aider encore plus à renforcer cette idée d'objectif fraîcheur, finalement? Alors, les souches de Neucoccus soni sont toutes douées de la capacité à réaliser la fermentation malolactique, mais il y a un autre métabolisme qui est important, mais qui est beaucoup plus complexe, qui est celui de l'acide citrique. Et l'acide citrique, lui, contrairement à l'acide malique, il n'est pas toujours dégradé, et cela dépend des souches. En sélectionnant une souche que l'on appelle l'eau citrate ou l'eau acide citrique, on voit évidemment que comparé à une bactérie commerciale qui a la capacité à le dégrader ou même à une fermentation malolactique indigène, on va préserver cet acide citrique, et que cette préservation de l'acide citrique va entraîner une préservation de l'acidité totale en fin de fermentation malolactique. De même façon, les paramètres chimiques, c'est important, mais ce qui compte au final, c'est l'aspect sensoriel. Et cette bactérie, l'eau citrique, a un impact au niveau sensoriel, puisqu'on voit que comparé à 2 autres souches qui étaient dans le programme de sélection que l'on a appelé RD1 et RD2, qui ont été appréhendées dans un vin de chardonnay, la souche berry, donc l'eau citrique, est associée à des descripteurs de fraîcheur, et que ces descripteurs de fraîcheur, cette souche, est associée bien évidemment à l'acide citrique comme étant non dégradé. Donc, voilà en quelques mots comment, par le biais des micro-organismes, on peut moduler l'acidité. Je vous ai beaucoup parlé d'objectifs fraîcheur, d'acidification, mais avec Saccharomyces cerevisiae des maliques, on peut bien évidemment jouer dans le sens contraire. Ces travaux ont été réalisés grâce à un ensemble de chercheurs et de chercheuses à l'Université d'Adélaïde, ici à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, à l'IFV, et également grâce à l'équipe Biolafort à l'ISVV et à Charlotte, doctorante, et Emilio Peltien, postdoctorant, qui ont travaillé sur ce projet également. Je vous remercie chaleureusement, et c'est pas peu de le dire, pour votre attention en ces périodes de changement climatique. Avant de rejoindre la dégustation qui a été préparée par les équipes de Seguin-Moreau et de Lafort, quelques mots de conclusion pour cette soirée. Et je vais commencer par des remerciements. Remerciements aux équipes qui ont travaillé main dans la main pour préparer cet événement, cette soirée et ces conférences. Donc merci aux personnes concernées. Merci à vous pour votre présence indispensable, évidemment. Et plus largement, merci aux 2 sociétés, Lafort, Seguin-Moreau, pour leur confiance, pour leur fidélité, pour leur soutien. On voit la richesse des travaux qui ont pu être menés. Là, c'est uniquement des travaux des 5-6 dernières années, donc c'est sur une échelle de temps assez courte. Si on regarde depuis les 40 ans que j'avais évoqués tout à l'heure, on prend la mesure de l'apport de cette collaboration à l'énologie et à l'énologie moderne. Alors, on s'interroge toujours sur la place de la recherche. À quoi sert la recherche ? La recherche, elle sert
ouvrir des perspectives, à poser des questions, à remettre en question certains présupposés. Elle sert à comprendre des pratiques empiriques pour essayer de les pérenniser. Et finalement, elle cherche à apporter de la connaissance. Je pense et je suis profondément convaincu du fait que la connaissance apporte de la liberté. J'espère qu'en partant de l'ISV ce soir, vous serez un petit peu plus libre. Je vous remercie.